C'est l'heure de notre second débat consacré donc aux résultats des élections présidentielles au Brésil. Lula, favori des sondages, arrive en tête, mais le président sortant Jair Bolsonaro fait mieux que résister. Il ancre l'extrême droite dans le paysage politique brésilien. Samia Dechir. Il y aura bien un match retour pour prendre la tête du Brésil. Il opposera Luiz Inácio Lula da Silva à Jair Bolsonaro et il sera serré. Hier, le leader de gauche a obtenu 48% des voix, contre 43% pour le président sortant d'extrême droite. Moins de 5 points séparent les deux candidats, alors que les sondages de l'Institut Datafolha promettaient un écart de 14%. Mais les sondages se sont trompés. Jair Bolsonaro a fait bien mieux que prévu. Nous avons vaincu les mensonges aujourd'hui. Ceux de Datafolha qui donnaient un résultat de 51% contre 30%. Nous avons vaincu les mensonges. Face à lui, Lula va finalement devoir batailler pour regagner la présidence qu'il a quittée en 2010 au sommet de sa popularité après 8 ans de pouvoir. Mais entre-temps, un procès pour corruption l'a mené 580 jours en prison avant que ses condamnations soient annulées en 2020. L'ancien métallo manque de peu la victoire au premier tour et repart pour 4 semaines de campagne. Je n'ai jamais gagné une élection au premier tour. Il me semble que le destin aime me faire travailler un peu plus dur. Dans les rangs du Parti des travailleurs, on fait bonne figure, mais beaucoup sont inquiets. J'espère que Lula gagnera. Je pense qu'il parviendra à être élu, mais que l'élection sera très serrée. Pour départager les poids lourds, 2 outsiders se retrouvent désormais au centre du jeu. Simone Tebet et Ciro Gomes, arrivés en 3e et 4e position du scrutin, pèsent à eux deux 8 millions de voix. Ce sont sans doute leurs électeurs, ceux du centre, qui feront la différence le 30 octobre dans un pays plus que jamais polarisé. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce débat autour des résultats du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Armelle Enders, bonsoir, bienvenue. Vous êtes historienne, spécialiste du Brésil contemporain, professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et auteur de cette histoire du Brésil publiée aux éditions Chandaigne. J'accueille également Christophe Venturet, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRI, spécialiste de l'Amérique latine, auteur de Géopolitique de l'Amérique latine. C'est à paraître cette semaine, le 6 octobre, aux éditions Erol. Anne-Lorraine Bujon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice de la rédaction de la revue Esprit, qu'on va voir, on voit la une, tiens. Il était une fois, le travail social, c'est la une de ce mois-ci. Vous êtes également chercheuse associée au programme États-Unis à l'IFRI. Et Mathieu Croissando est toujours là, toujours éditorialiste politique. Bonsoir. Mathieu, peut-être, on va commencer par le premier renseignement de ce scrutin. Moi, j'ai envie de dire la surprise Bolsonaro, c'est un peu évident. Il est toujours en course, alors que les instituts de sondage peut-être donnaient une victoire de Lula jusqu'au dernier jour. Ils l'ont quoi, sous-estimé, vous diriez ça ? Oui, ils l'ont sous-estimé. Et puis, sans doute, les électeurs se sont mobilisés très, très tardivement. On choisit, hésitaient peut-être entre 2 autres candidats, ceux qui sont arrivés en 3e et 4e position, Simone Tebet et Ciro Gomes. Et peut-être qu'ils se sont dit, mus soit par sans doute l'idée que Lula pouvait l'emporter au premier tour, d'apporter finalement leur suffrage à Bolsonaro. Ouais. Et puis ce qu'on a sous-estimé, c'est effectivement le bolsonarisme comme force politique. Alors ça, on va le détailler évidemment, parce que c'est très intéressant, notamment les résultats au Congrès. Christophe Ventura, vous l'avez un peu évoqué, l'autre leçon du scrutin, c'est quand même la forte mobilisation des 2 camps principaux. À eux deux, ils font 91% des suffrages exprimés. Ça veut dire que les petits candidats n'ont tout simplement pas existé, et ça veut dire qu'on a un Brésil très antagoniste, on peut dire ça. Oui, ça veut dire tout ça, et je pense que le résultat final, en fait, il est plus proche, il est plus conforme à la réalité sociopolitique du Brésil en 2022, qui est un pays très polarisé, où les dynamiques de fragmentation politique, de radicalisation aussi des espaces militants, des espaces politiques, eh bien, sont des dynamiques très fortes qu'on observe au Brésil, pas simplement là pendant la campagne électorale, mais depuis plusieurs années, et au moins depuis la destitution controversée de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Ouais. Tout le reste n'est que le sous-produit. Donc oui, le résultat, il montre bien ça. Il y a il y aurait finalement 2 pays dans un pays qui ne se supportent plus, qui se regardent et qui s'agressent en permanence. Et ce pays est dans une situation effectivement vraiment très très préoccupante pour son avenir, quel que soit le vainqueur de l'élection le 30 octobre, désormais. Ouais. Anne-Lorraine Bujon, on pense
immédiatement aux États-Unis quand on entend ça. Parallèle, on va le faire plusieurs fois dans ce débat d'ailleurs. Mais oui, donc moi j'étais très intéressée d'entendre les gens qui connaissent le Brésil, mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec toutes les limites qui s'imposent, donc et sur la polarisation extrême, et sur la mobilisation pour une élection au moment où on nous parle de démocratie dépolitisée, de désamour de la politique, et on voit les gens qui se rendent aux urnes en masse, et sur aussi, je crois, peut-être qu'il faut faire un petit mea culpa, et qu'en 2017 puis 2018, nous, observateurs extérieurs, on s'est dit, bon, l'élection d'un Trump, l'élection d'un Bolsonaro, c'est une sorte d'accident de l'histoire, c'est une anomalie, c'est totalement incompréhensible, mais ça s'est passé une fois, mais ça ne se passera pas deux fois. Et là, je crois que dans les deux pays, on est face à la possibilité que, oui, ces courants politiques se sont agrégés, installés, parfois encore radicalisés, si on pense au trumpisme, et que peut-être qu'ils pourraient être là pour un moment, au contraire. On peut rajouter à la liste des pays européens, l'Italie, la Suède récemment, la France depuis 2 élections présidentielles consécutives, Marine Le Pen au second tour de l'élection. Enfin bon, voilà, donc il faut reconnaître que ces forces politiques on est dans un courant de fond, dans un mouvement de fond, est-ce que vous diriez ça? Voilà, qui ensuite n'est sans doute pas fait de la même chose dans chacun de ces pays, donc il faut faire attention, mais c'est vrai que cette espèce d'élan, d'énergie anti-système dont on a pensé qu'elle s'auto-détruirait toute seule une fois ces forces politiques portées au pouvoir, eh bien non. En fait, l'épreuve du pouvoir, et y compris d'un mandat qu'on peut juger catastrophique, ne suffit pas à interdire la réélection de ces leaders qu'on peut juger par ailleurs démagogues ou populistes. Ouais. Alors il y a 1 mois de campagne entre les deux tours au Brésil, Armel Enders. Donc il y a ces 2 candidats qui ont fait 4% et 3%, qui vont être forcément très, très courtisés. Ils sont plutôt proches de qui? De Lula, de Bolsonaro, ni l'un ni l'autre? C'est le grand mystère en fait. C'est plutôt leur organisation, Ciro Gomes, qui a fait 3%, a cherché à être la 3e voie et à s'est droitisé, alors que le parti dont il était le candidat, le PDT, est un vieux parti de gauche, tradition de gauche brésilienne important, et donc il y aura sans doute un divorce. Enfin, ceux qui sont partis chez Bolsonaro l'ont déjà fait, à mon avis. Mais là, il y a peut-être un réservoir. Cela dit, les tensions sont tellement grandes, sont tellement grandes entre le PDT, enfin, et surtout Ciro Gomes et Lula, que c'est vraiment pas clair. Après, les électeurs suivront leur voie. Et le mystère, c'est pour le MDB de Simone Tebet, qui, en fait, le MDB, généralement, se partage entre la droite et la gauche, de manière à peu près équivalente, sauf que maintenant il n'y a plus de droite en fait, il y a une extrême droite seulement. Oui, parce qu'il y avait un parti de droite traditionnel qui a été dès 2018 en fait, hein. Mais là, dans son bastion qui était l'État de Sampa, l'État le plus riche, pour la première fois depuis la redémocratisation, le gouverneur sortant, le gouverneur PSD, le candidat du PSDB au gouvernement de São Paulo n'arrive même pas au 2e tour. Alors ça c'était un peu l'analyse, on va dire, générale du scrutin. Je vous propose maintenant d'abord un gros plan sur Bolsonaro et sa campagne, et peut-être aussi le bilan, vous l'avez évoqué, de son mandat. Et puis ensuite, on parlera plus précisément de Lula. Steve Jourdain, vous pouvez nous rejoindre pour nous proposer donc le bilan de Jair Bolsonaro, d'abord en matière environnementale. Une politique catastrophique en matière écologique, c'est l'une des grandes critiques formulées par ses opposants et les associations. Jair Bolsonaro est climato-sceptique, il le revendique et encourage depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019 l'exploitation de la forêt amazonienne. La conséquence, on va la voir, entre 2019 et 2020, la déforestation a augmenté de plus de 50%. À présent, chaque jour au Brésil, 1 500 000 arbres sont abattus, c'est l'équivalent de 4 000 terrains de foot. Alors, la déforestation de l'Amazonie n'a pas commencé évidemment avec Bolsonaro, mais on parle d'un rythme inédit depuis 20 ans. D'ici à la fin de l'année, près de 40 000 kilomètres de forêt tropicale auront été rasés en 3 ans. C'est l'équivalent d'une surface supérieure à la Belgique, Thomas. Alors, en matière économique et sociale maintenant, est-ce que le bilan du président sortant est plus flatteur? Le Brésil était déjà un pays très inégalitaire et les années Bolsonaro n'ont pas permis de juguler le phénomène. Aujourd'hui,
33 millions de Brésiliens souffrent de la faim, c'est 15% de la population, un chiffre qui est en hausse de 73% par rapport à 2020. Bolsonaro avait été élu sur une promesse de libéralisation de l'économie, d'ouverture du pays, mais on a vu très peu de traduction en pratique, pas de bouleversement, pas de réforme structurelle. À noter qu'il a quand même augmenté le budget des prestations sociales de 7,6 milliards d'euros. Et puis, sur le front de l'emploi, il y a du mieux ces derniers mois, il faut le dire. Le taux de chômage est aujourd'hui de 8,9%. C'est son plus bas niveau depuis 2015. Il avait également été élu sur une promesse, celle d'un renforcement de la sécurité des Brésiliens. Là aussi, le bilan. Mitigé, plutôt mitigé. Jair Bolsonaro avait promis d'armer les Brésiliens pour lutter contre l'insécurité et les homicides. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de personnes possédant une arme a augmenté sous sa présidence. Les permis de possession d'armes ont littéralement explosé, plus 474% entre 2018 et 2022. En 4 ans, le nombre de personnes disposant d'une licence est passé de moins de 120 000 à près de 700 000. On a aussi assisté au grand boom des milices privées. Alors la question, c'est évidemment de savoir si ces phénomènes ont permis de freiner les homicides. La réponse est plutôt mitigée. Le taux de morts violentes intentionnelles pour 100 habitants avait déjà commencé à baisser en 2018, c'est-à-dire donc avant l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, mais ce taux a continué à baisser ensuite. Entre 2019 et aujourd'hui, l'indicateur a baissé de 1,76%. Les chiffres sont là, mais il faut encore les interpréter, Thomas. Merci, Steve. Armel Anders, en préparant l'émission, j'ai appris, moi je ne suis pas un spécialiste du Brésil, qu'il y avait dans les lobbies qui soutiennent Bolsonaro, il y avait les 3 B. Alors en français, c'est la Bible, le bœuf et les balles. Je ne sais pas comment ça se dit en brésilien. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Expliquez-nous. Bien, il y a effectivement des lobbies extrêmement puissants. Alors le plus puissant, c'est sans doute celui du bœuf, boy, qui en fait renvoie à l'industrie agroalimentaire et qui reste le principal soutien de Bolsonaro. Là, ce sont des intérêts très puissants. Ça explique aussi le vote massif pour Bolsonaro dans les régions de colonisation, dans le bassin amazonien, dans les États où vous avez la déforestation et l'extension de ces propriétés au détriment de la forêt. La Bible, ce sont les évangéliques, qui, là aussi, après un moment, il y avait un léger détachement par rapport à la personne de Bolsonaro, mais visiblement, ils ont choisi de voter pour lui comme garant la campagne de Bolsonaro s'est beaucoup appuyée, notamment sur sa femme Michelle, évangélique elle-même, et pour présenter, et Bolsonaro s'est présenté comme l'élu de Dieu pour mener à bien une mission et faire conserver le Brésil dans le giron chrétien. Et puis les armes, c'est extrêmement important, effectivement. Il y a aussi c'est une grande production brésilienne, les armes, la société Taurus, ou les exportations brésiliennes, ce sont des armes aussi. Et ça, c'est très important. Alors j'ajoute un petit quelque chose sur ce qui a été dit. Les milices privées, attention, ce sont des organisations criminelles. Et ça, c'est un des grands problèmes de la société brésilienne. Et c'est de là aussi que Bolsonaro et son clan tirent leur pouvoir dans l'État de Rio de Janeiro. Ce sont des agents. Alors, ce que je vous dis là, ça a fait l'objet d'une enquête parlementaire de l'Assemblée de Rio en 2007, qui a dénoncé ces organisations. Ce sont des petites mafias composées en général d'anciens agents ou d'agents de la fonction publique de l'État de Rio de Janeiro, d'anciens policiers ou de policiers à la retraite qui font de la surveillance, mais qui, au fond, maintenant contrôlent 57% du territoire municipal de Rio de Janeiro et ont pris la place des trafiquants de drogue dans la plupart des faveurs. Et ces groupes-là sont dans le giron Bolsonaro aussi, très clairement. Bolsonaro a défendu toute une rhétorique qui vise à dire que ce sont des citoyens de bien qui protègent leurs concitoyens et qui mènent une guerre impitoyable contre les trafiquants, la drogue, etc. Mais en fait, ce sont des tueurs à gages,
avec beaucoup de connexions avec l'extrême droite brésilienne. Tiens, on va écouter l'un des soutiens, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'aspect religieux. L'un des soutiens du président sortant, l'un de ses partisans, c'était lors de son dernier meeting de campagne qui se déroulait à São Paulo. L'idéologie de Bolsonaro, son idéologie, qui correspond à ce peuple ici. Le peuple chrétien n'a pas besoin de l'avortement et nous n'avons pas besoin de l'idéologie du genre. Et aussi, nous n'avons pas besoin de la légalisation des drogues. Christophe Ventura, sur les questions, on va dire, les plus religieuses, qu'est-ce qu'il a fait, Bolsonaro, pendant son premier mandat? Est-ce qu'il a effectivement durci, par exemple, la législation sur l'avortement? Est-ce qu'il a contré l'idéologie du genre, comme le dit là l'un de ses partisans? Déjà, il n'a eu cesse de la dénoncer, d'ailleurs de la nommer idéologie du genre, alors que beaucoup contestent même la définition. Repris ces termes, hein. Voilà, donc lui, il a beaucoup parlé. Son grand thème, c'est l'inversion des valeurs. Ouais. C'est là-dessus qu'il a fait une campagne en 2018 et c'est ce qu'il essaye de mettre en place dans le pays. Alors ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par le fait, non pas de frontalement interdire ou stigmatiser ou je sais pas, empêcher les gens de ceci, cela. C'est pas ça, c'est plus subtil. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé un peu la mort des programmes qui étaient mis en place pour soutenir ces populations par inanition, en quelque sorte. Fin des financements, on a décapité dans pas mal d'institutions les gens qui les dirigeaient, qui menaient en place les programmes, etc. Donc surtout la fin des financements, je dirais, c'est ça qui a été fait. Ce qui fait que petit à petit, en fait, tous ces programmes-là ont quasiment un peu disparu, avec un discours aussi vraiment à charge contre, par exemple, tout ce qui est lié aux questions de genre, etc., dans l'éducation, dans les écoles. Donc là-dessus, il y a eu des profs qui ont dû être dénoncés. Il y avait un appel à la dénonciation permanente des parents et des enfants sur les profs qui leur parlaient d'égalité de genre, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné, en fait. Et que ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, tout ça est largement affaibli dans les institutions et en particulier l'école au Brésil. Ce qui est intéressant d'analyser, Anne-Lorraine Bujon, c'est peut-être dans le fonctionnement de nos démocraties ou de ces démocraties. C'est-à-dire qu'on peut dire un peu la même chose de Trump, encore une fois, mais à partir du moment où ils sont démocratiquement élus, ils ont quoi? Le sentiment d'un blanc-seing de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent, c'est ça? J'ai été élu, donc... Et c'est vrai, par exemple sur la déforestation ou sur d'autres thématiques. C'est-à-dire qu'on sent une tentation de considérer, une fois élu, qu'il y a une forme de fusion avec ce qui est la demande d'un peuple supposément homogène, supposément majoritaire, parce que tout ça vient avec beaucoup de raccourcis. Et derrière, en fait, il peut y avoir des demandes sociales assez hétérogènes, comme on vient de le voir. Mais on a pu dire aux États-Unis, je reviens aux États-Unis, par exemple, je pense que le mouvement du Tea Party a été comme un signal précurseur de ce qui viendrait après avec l'élection de Trump et qui se consolide aujourd'hui sous la forme du Trumpisme. Et ce qu'on voit là, c'est quand même un bloc de classe moyenne, plutôt blanche, sur lesquels reposait la prospérité de toute la deuxième moitié du XXe siècle, pour dire vite, qui se sentent déclassés, qui se sentent dépossédés de leur pays, de son identité supposément éternelle, alors que ça bouge, et qui réagissent. Donc pareil, je parle plutôt des États-Unis que je connais mieux, mais à l'idée qu'ils vont être dépossédés de leur Amérique, de l'Amérique telle qu'ils la conçoivent eux. Et donc, on fait appel à ça, à des grands clichés. Donc, ça peut être le port d'armes, ça peut être des formes d'économie productiviste et prédatrice. Alors, aux États-Unis, c'est pas le bœuf, mais c'est les énergies fossiles, par exemple. Mais votre Amérique, celle sur laquelle on a construit notre prospérité, notre puissance, c'est celle-là. Or, on est devant des transformations qui risque de changer le pays de telle sorte qu'il sera méconnaissable. Donc il y a un appel comme ça à une sorte de pays un peu mythifié. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne gouvernent que pour ceux qui les ont élus, en fait.
Ça veut dire qu'une fois élus, emportés par ce principe majoritaire, nous représentons une majorité de gens et donc c'est normal de marcher sur les minorités ou c'est normal de se dispenser des contrepoids, des institutions démocratiques qui sont des empêcheurs de tourner en rond, d'une presse qui parle contre vous, donc elle ment. Voilà, il y a pour Trump, si vous voulez, les États-Unis, c'est lui, en effet, les vrais États-Unis. Ouais. Et les autres, ce sont des gens qui prétendent être des Américains. Armel Enders, qu'est-ce qu'il y a eu comme contre-pouvoir à Bolsonaro pendant son mandat et est-ce qu'ils ont pu quand même le freiner sur certaines réformes ou sur certaines actions politiques? Dans un premier temps, il y avait le président de la Chambre des députés et puis le président du Sénat aussi, qui là, tout le long du mandat, le Sénat a résisté. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que tout ce qui est... il n'y a pas seulement Bolsonaro, mais il y a aussi... il y a eu un certain nombre d'élections au Sénat comme à la Chambre des députés qui sont absolument représentatifs du bilan négatif, de ce qu'on a présenté comme le bilan négatif de Bolsonaro. Son ancien ministre de l'Environnement, qui était connu pour détruire l'environnement, qui a des affaires, qui est considéré comme un trafiquant de bois d'Amazonie, il vient d'être élu triomphalement, facilement, à la Chambre des députés. Je pourrais multiplier les exemples. Le général Pazuello, qui était le général ministre de la Santé au pire moment du Covid, auquel on attribue vraiment des responsabilités de dizaines de milliers de morts, au fond, par son incurie, par de la corruption au ministère de la Santé. Il a été élu aussi facilement. Les Brésiliens n'en veulent pas à Bolsonaro pour sa gestion du Covid? Si vous voulez, c'est deux camps. C'est-à-dire que le camp Lula, qui est quand même 48% des électeurs... On va y venir en détail. Là, c'est le grand thème. C'est Bolsonaro... parce que le Covid a fait des morts dans les deux camps, de toute façon. Oui, mais il y a une forme de déni, et je rejoins ce qui a été dit, de déni de réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'environnement, il n'y a pas de crise énergétique, il n'y avait pas le Covid, c'est une espèce de fatalité divine, voilà. Et l'hydroxychloroquine, c'était formidable. Il y a un déni de réalité. Et de même, effectivement, il y a le Brésil, c'est nous. Il y a une rhétorique de l'exclusion par Bolsonaro. Tout ce qui n'est pas dans notre camp, tout ce qui n'est pas patriote, ce sont des ennemis. Et des ennemis dont il appelle de temps en temps à l'extermination, en ces termes-là. Un mot justement des élections au Congrès, à la Chambre des députés et au Sénat. Alors, au Sénat, c'est un peu comme chez nous, c'est renouvellement par tiers. Il y a quoi? Il y a une majorité pour Bolsonaro qui est en train de se dessiner. Est-ce que c'est aussi clair que ça? Oui, en fait, cette élection est très importante, peut-être autant que la présidentielle qu'on analyse ce soir. Pourquoi? Parce que le Congrès brésilien, donc la Chambre des députés et le Sénat, le parti de Bolsonaro va y avoir les groupes les plus importants. 99 députés, quasiment 100 pour son parti à la Chambre des représentants sur 513. Ça fait quasiment un cinquième. Et si vous ajoutez à ça les autres partis alliés de Bolsonaro, plus des petits partis de ce qu'on appelle le centrao, qui est un peu le ventre mou de la politique brésilienne, il a une majorité assez facile à avoir et il l'aura, Bolsonaro. Et c'est pareil au Sénat, où il y a le premier groupe aujourd'hui avec 11 sénateurs sur les 81, et c'est la même chose. À l'inverse, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, le Parti des travailleurs de Lula, lui, va être en difficulté dans ce congrès-là. Donc le congrès, il y a une poussée très forte du bolsonarisme et des droites Mais donc ça veut dire que même si Lula l'emporte, il aura du mal à gouverner? Ah oui. Il aura beaucoup de mal à gouverner parce que si Lula l'emporte, il va devoir gouverner avec une alliance qui est gauche-centre-droit. Ça, c'est à l'exécutif, au gouvernement. Mais il devra gouverner avec un congrès qui lui sera assez clairement hostile. Allez-y. Si je peux me permettre, oui, la Chambre des députés, c'est un gros problème au Brésil parce qu'il y a une fragmentation des partis. Donc, il est très difficile d'avoir une majorité nette. Donc, de toute façon, majorité de coalition. Voilà. 100 députés, de 99 là, pour Bolsonaro, c'est beaucoup. C'est un peu historique. C'est le premier groupe. Voilà, oui, parce que nous, on dirait que ce n'est pas énorme en par rapport au Parlement français. En 2018, alors qu'il avait gagné largement l'élection, il n'en avait eu que 54.
Et là, le nombre de députés du PT a aussi augmenté. Voilà. Le PTA, vous nous rappelez ce que c'est? Le Parti des travailleurs, le parti de Lula. Voilà. Très bien. De toute façon, au Brésil, le président doit toujours constituer des coalitions parlementaires, parce qu'il y a une vingtaine de partis au Congrès, en fait. C'est ce qu'on appelle une trentaine. Mais dans la configuration actuelle, c'est plus favorable à Bolsonaro s'il gagnait qu'à Lula s'il gagnait. Alors, on va ouvrir le chapitre consacré justement à Lula. Reste-t-il le favori? Avant d'en débattre et de vous donner la parole là-dessus, on va, Mathieu, s'intéresser au symbole d'espoir qu'il représente pour la gauche française et comment il est vu par les hommes politiques. Tiens, je vous propose une réaction de gauche pour commencer. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, c'était sur LCI ce matin. Lula est en tête et que ça serait un événement politique majeur pour nous. Pourquoi ? Parce que ça serait la première fois qu'il y a dans autant de pays du continent américain des gauches de rupture qui sont gouvernements, comme ça se passe dans beaucoup des pays, parce que c'est l'intérêt de la France, parce que la plus longue frontière de la France est avec le Brésil en Guyane, et parce que surtout, ça serait un espoir écologique extrêmement fort, alors que Lula Bolsonaro est le pire destructeur de l'Amazonie, qui est le poumon de la planète. Mathieu, cette élection, elle est très suivie ici à Paris, en France, par notre classe politique. Notamment à gauche, mais pas que, parce que vu de Paris, l'élection brésilienne, c'est une sorte de laboratoire assez ouvert. Pour reprendre votre expression, tout le monde veut savoir si oui ou non c'était un accident de l'histoire, un petit peu comme après la défaite de Trump, ou s'il y a un mouvement qui perdure et quelles leçons on peut en tirer. Alors parce que les résultats plus serrés que prévus ont donné quelques sueurs froides. Là, on voit Mathilde Panot qui appelle à soutenir Lula, à la victoire de Lula, comme tous les insoumis. La droite, elle, se monte un peu plus discrète, elle s'en mêle pas beaucoup, ou alors elle refuse de choisir, à l'image de Robert Ménard, qui dit ce matin qu'entre les nostalgiques de la dictature soutenus par les religieux passéistes et un homme de gauche qui soutient Mélenchon, le choix des Brésiliens, c'est la peste ou le choléra. Et pourtant, Lula a plutôt les faveurs de la classe politique française. Oui, bien sûr. Alors, on le disait à gauche, évidemment, mais aussi à l'Élysée, où la version d'Emmanuel Macron pour Jair Bolsonaro n'est un secret pour personne. Ils sont opposés en tout point sur le plan politique, sur le plan des valeurs, sur le plan environnemental, sur le plan économique. Leurs relations sont aussi glaciales sur le plan personnel, depuis que Bolsonaro s'en est pris à Brigitte Macron, un sommet du G7 à Biarritz en 2019 dans des termes extraordinairement irrespectueux, avait alors réagi Emmanuel Macron. Et voilà, donc, mais Lula est une icône. Lors de son dernier déplacement, il est venu en novembre 2021 à Paris. Tout le monde se l'arrachait. Il a vu la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui l'avait fait venir dans un de ses meetings, qui l'avait décoré. Il a déjeuné avec l'ancien président de la République, François Hollande, et avec le nouveau le même jour. À croire qu'il a pris 2 déjeuners ce jour-là. Et puis, il a fini évidemment avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il a soutenu et qu'il a appelé à soutenir au premier tour de la présidentielle, dans une lettre qui était aussi signé de Dilma Rousseff. C'est mon frère, dit de lui le leader des Insoumis. Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont rencontrés à plusieurs, en tout cas ils se connaissent, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Le patron des Insoumis lui avait même rendu visite alors qu'il était emprisonné dans les locaux de la police fédérale brésilienne en 2019. Alors, les esprits taquins retiendront que Jean-Luc Mélenchon n'a peut-être jamais su bien choisir entre ces deux figures inspirantes sud-américaines, Lula et sa tentative, son approche qu'on peut qualifier de social-démocrate, vous me corrigerez si je me trompe, et puis évidemment Chavez, qui incarnait, lui, la révolution bolivarienne et qu'il a toujours un peu balancé entre les deux. Et puis, on peut rappeler juste qu'au final, Lula a fini par apporter son soutien au second tour, cette fois-ci, à Emmanuel Macron, qui incarnait le mieux, à ses yeux, les valeurs démocratiques humanistes, face évidemment au danger de l'extrême droite et à Marine Le Pen. Ouais. Et Jair Bolsonaro, est-ce qu'il a des soutiens ? Il n'y en a plus beaucoup. J'en ai pas trouvé. En France, beaucoup. En France, je parlais. Voilà, non. Non, je parlais sur l'échiquier politique français. Non. En 2018, Marine Le Pen avait salué sa victoire. Elle avait dit les Brésiliens viennent de sanctionner la corruption généralisée, la criminalité terrifiante qui avait prospéré, selon elle, sous tous les gouvernements de gauche. Et elle souhaitait bonne chance au nouveau président, qu'elle refusait à l'époque de qualifier d'extrême droite, d'ailleurs. Elle disait oui, il a des positions qui sont difficiles, qui seraient difficiles à transposer en France, mais en tout cas, on ne peut pas le qualifier d'extrême droite. Éric Zemmour, à l'époque, lui, il était encore éditorialiste, il n'était pas encore même politique, et il voyait dans Bolsonaro un petit frère sud-américain de Trump, et il s'emportait contre les mises en garde des médias français qui brandissaient un risque d'extrême droite. Il disait qu'à ses yeux, la seule dictature dans la région sévit au Venezuela, et elle est de gauche. Voilà, c'était une autre époque. Bolsonaro n'avait pas encore été au pouvoir, mais depuis, tous ses excès, sa politique, son bilan font de lui qu'il est devenu, pour l'échiquier politique français, en tout cas, infréquentable. Ouais, alors, gros plan donc sur Lula dans cette partie de notre débat. Armel Enders, peut-être
pour comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on parle de corruption, vous l'avez rappelé. Lula, il a passé plus de 550 jours en prison. Il a été quoi? Il a été blanchi, il a été innocenté. Il faut peut-être détailler un peu ce qui s'est passé. Je crois que le caractère vraiment politicien contre Lula est clair maintenant. Hein. C'est ce qu'a, je pense, assez bien établi la Cour suprême. Après aussi l'œuvre d'un hacker qui avait pu révéler les conversations du procureur et du juge qui a seulement instruit à charge contre Lula et qui l'avait condamné quand même à plus de 8 ans de prison pour un appartement dont où Lula avait mis les pieds une fois, dont on n'a jamais pu prouver qu'il lui appartenait, et qu'il aurait reçu en échange de on ne sait pas quoi de l'aveu même du juge. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Et donc ça explique qu'il ait pu reprendre sa carrière politique, parce que sinon on a un peu de mal à comprendre. Sauf que le juge en question est devenu ensuite ministre, c'était pendant la campagne électorale des dernières présidentielles, et pendant même la campagne, Bolsonaro l'avait invité à faire partie de son gouvernement. Donc il avait quand même réussi à éliminer le principal rival de Bolsonaro, en lui ouvrant un boulevard. Bon, c'est donc une affaire quand même... Et désormais sénateur. Et désormais sénateur. Mais, donc vous dites quoi? C'était une cabale politique? Là, visiblement... Alors, on peut le dire aujourd'hui. Oui, absolument. Ouais. Enfin, je crois que c'est clair. Donc, quand j'avais assisté au débat de la Cour suprême qui avait conclu à la partialité du juge. On avait un des juges de la Cour suprême, pourtant pas du tout supporter de Lula, avait dit c'était des méthodes de la Stasi. Voilà, donc l'élection de 2018 n'a pas été faite dans des conditions démocratiques. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de corruption autour de la Petrobras, mais cela dit, c'est pas le PT certes a trempé dans ces histoires-là, mais si on reprenait les affaires autour de la famille Bolsonaro, sont beaucoup plus spectaculaire. Quand même d'un mot, Christophe Ventura, le scandale qui fait tomber Bolsonaro, on a bien compris, vous nous dites cabale politique, c'est quoi? C'est un des plus gros scandales politico-financiers de l'histoire du Brésil. Si on devait comparer parce qu'on en a eu malheureusement des scandales politico-financiers ici. S'il fallait la comparer à quelque chose qu'on connaît en France, c'est l'affaire Elf. D'accord. On appelle ça au Brésil, c'est l'affaire Lava Jato, Lavage Express, qui a démarré en 2014, en fait, instruite en particulier par le juge Sergio Moro, dont Armel Enders vient de parler, qui est aujourd'hui sénateur, élu. Donc vous voyez qu'il a encore des ressources, malgré qu'il ait été désavoué par sa hiérarchie, par la Cour suprême, etc., pour avoir mené une instruction partiale contre Lula. Vous savez que Sergio Moro avait enfermé Lula sur la base, c'est son expression, d'un doute raisonnable de sa culpabilité, qui était le sien. 550 jours de prison. Voilà. Donc, effectivement, aucune preuve matérielle de la culpabilité de Lula dans les 3 affaires dont on parle, parce qu'en fait, il y en a 11 qui concernent Lula. Il a été blanchi, il n'y a aucun doute là-dessus. Même au niveau des Nations Unies, les comités d'experts ont appuyé tout cela. Bref. Donc, si vous voulez, l'affaire, c'est Lava Jato, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Elf. Mais il faut comprendre une chose, sinon on ne comprend pas le film. Le système politique brésilien est fait de telle manière qu'il favorise la corruption politique à tous les étages. Pourquoi? On en a dit quelques bribes comme ça. Un système politique où vous avez une trentaine de partis qui se partagent en fait toutes les prébendes et les postes au Congrès, dans les ministères, etc. Et des financements publics qui quasiment n'existaient pas et qui aujourd'hui se sont un peu renforcés. Mais du coup, c'est le financement du secteur privé qui, si vous voulez, finance essentiellement les campagnes politiques au Brésil. Alors, aux États-Unis, par exemple, vous pourriez me dire, bah oui, c'est la même chose à peu près aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, il y a une réglementation du lobbying. Que ce soit transparent. Voilà, que certains, finalement, fassent la corruption légalement. C'est ça le système américain. Au Brésil, c'était pas ça. C'était, ce qu'on appelle en Italie, je change de pays, les combinazioni, c'est-à-dire on se débrouille. Donc, comment on se débrouillait? Les entreprises privées, du secteur privé, payaient sur des bases de surfacturation aux entreprises publiques qui redistribuaient derrière l'argent à tous les partis politiques brésiliens pour qu'ils financent leur campagne, et personne ne trouvait ça odieux. Et donc, si vous voulez, ça a marché comme ça 30 ans. Et le PT était dans ce fonctionnement, comme tous les autres partis. Le Parti des travailleurs, excusez-moi, le parti de gauche brésilien, comme tous les autres partis politiques brésiliens, et même plutôt un peu moins. Mais il y a eu cette campagne et des relais médiatiques très forts contre ce parti qui était au pouvoir au moment du scandale. Et tout ça a créé une boucle infernale qui aboutit à la destitution de Dilma Rousseff, qui, elle, était pas du tout concernée par ces affaires-là, et puis, in fine, par Lula dans les conditions qu'on connaît. Et je dis juste que, si je passe un peu de temps là-dessus, c'est pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent que tout ça, ça reste aujourd'hui prégnant dans la société brésilienne, et une partie du vote
pro-Bolsonaro s'explique encore par cette haine contre le Parti des travailleurs, cette haine contre le système politique, sa corruption à tous les étages. Et c'est quelque chose qui va à la faveur de Bolsonaro contre Lula et le Parti des travailleurs, dans une partie de l'électorat, en tout cas, qui est plutôt l'électorat de la droite brésilienne et urbaine. C'est plutôt eux, les classes moyennes supérieures, qui sont sur ce mode-là. Et c'est encore un élément qu'il faut avoir en tête pour comprendre le vote d'hier. Ouais, Mathieu. Quel rôle a joué la presse dans la campagne et dans cette élection ? 2018, elle a joué un rôle très clair contre le Parti des travailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Les grands médias traditionnels brésiliens avaient en fait embrassé cette campagne anticorruption qui s'est traduite... Avant même, à partir de 2016, à partir de 2014. Ça. Cette fois-ci, et c'est ça qui est quand même assez piquant, c'est que cette fois-ci, les grands médias, à l'instar d'ailleurs un petit peu des secteurs d'affaires, des milieux d'affaires brésiliens, après avoir finalement voulu l'élimination politique de Lula et de la gauche, ont permis à Bolsonaro de gouverner et l'ont lâché à son tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse brésilienne, parce qu'elle a été maltraitée par Bolsonaro, etc., et parce que Bolsonaro se fiche des médias traditionnels, puisqu'il a inventé un monde parallèle avec les réseaux sociaux, dans lesquels il y a des vérités alternatives, les siennes, eh bien, si vous voulez, les médias sont aujourd'hui contre Bolsonaro et bon an, mal an, rejoignent le consensus autour de Lula, parce que Lula arrive au pouvoir s'il y arrive, pas seul, il arrive aussi avec des gens qui sont plus fréquentables de leur point de vue, que sont des dirigeants ou des partis du centre droit et disons du monde de Sao Paulo, du milieu des affaires brésilien, qui sont avec Lula, cette fois-ci pour déloger Bolsonaro. Lula, on va l'entendre justement, c'était hier soir, juste après les résultats de ce premier tour, donc il a 5 points d'avance sur Bolsonaro, il se lance dans la bagarre du second tour. On dit comme ça, la lutte continue jusqu'à la victoire finale, c'est notre devise. On dit comme ça, la lutte continue jusqu'à la victoire finale, c'est notre devise. Je voudrais qu'on parle vous l'avez un peu évoqué avec vous, Anne-Laurine Bujon, du poids des infox ou des fake news dans ces campagnes électorales. Là encore, on peut refaire un parallèle avec les États-Unis, parce que la puissance de Bolsonaro sur les réseaux sociaux, elle est infiniment plus importante que celle de Lula, et alors elle est moins forte que celle de Donald Trump, mais c'est un peu le même usage de cette vérité alternative dont on pouvait parler. Oui, en fait, il faut sans doute, je pense, élargir. C'est pas juste les infox ou les fake news. C'est un système politique et médiatique dans lequel, effectivement, tout l'appareillage des réseaux sociaux permet à un leader charismatique de s'adresser directement à une multitude de personnes. Donc, prospérant sur le discrédit d'un ancien système. Enfin, je suis vraiment très intéressée par tout ce que vous dites, parce que je me dis aussi, Lula, Biden, c'est pas non plus le contraire, mais c'était la haine du Parti des travailleurs. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme s'il y avait des médiations traditionnelles, anciennes, qui ont fonctionné, la démocratie représentative, les syndicats, beaucoup de corps intermédiaires, qui souffrent d'un discrédit très presse, avancé. On peut rajouter les médias dans la liste. Et des leaders charismatiques qui comprennent ça et qui disent que eux, ils vont communiquer autrement et directement à la multitude. Et donc, comme on sait, sur les réseaux sociaux, il y a absolument tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans l'analyse de ce qui se passe autour d'un Trump ou d'un Bolsonaro, on a parfois tendance à dire, ce sont des leaders démagogues ou populistes, appelons-les comme on veut, et les réseaux sociaux leur permettent de prospérer. Non, je ne crois pas que c'est ça. Je crois qu'il y a un système politique à l'ancienne qui va très mal, avec une sorte de sentiment de crise de la représentation, de beaucoup de groupes sociaux qui pensent que personne ne parle pour eux, que personne ne défend leurs intérêts. Et sur ce système qui va très mal, il y a des gens qui prospèrent dans les failles, si vous voulez, et en s'emparant de modes de communication très différents, désintermédiés, et ça donne ce sentiment d'une communication chaotique, mais qui fonctionne extraordinairement bien. Et donc, ce sont des personnages, si vous voulez, qui prospèrent sur un déficit de représentation, et ils se mettent à incarner des choses d'une manière parfois très improbable, parce que ce soit Bolsonaro ou Trump, en incarnation des valeurs chrétiennes de leur pays respectifs, on se dit, non, ou du peuple des petits blancs américains ruinés, on se dit, non, ce millionnaire de New York, pas du tout. Mais il y a cette espèce de sentiment qui comprend la foule de ses supporters, qu'il est avec eux, qu'il est porté par leur énergie, par leur enthousiasme. Bon, voilà, c'est la démagogie 2.0. Mais donc, c'est pas... Il y a ça, et les réseaux sociaux
accélère ce mouvement. Je pense que c'est constitutif de la force politique d'un Trump ou d'un Bolsonaro. Ouais. Armel Enders, les résultats de ce premier tour vont nourrir le discours de Bolsonaro, parce qu'il n'a pas arrêté de dire les sondages mentent, et puis alors ils n'ont pas menti, mais ils se sont en tout cas un peu trompés, puisqu'il est seulement à 5 points de Lula, alors que certains sondages disaient Lula peut passer dès le premier tour à plus de 50%. Donc on peut s'attendre à quoi dans cette campagne d'entre-deux tours? Là, c'est une nouvelle campagne qui commence. Effectivement, la donne est totalement... Alors, s'il y avait une telle pression pour que Lula essaye de passer au premier tour, c'était aussi pour se légitimer, pour empêcher toute contestation de l'élection. Parce que comme il y a plusieurs élections le même jour, par les urnes électroniques, si Lula était passé au premier tour, il était difficile de remettre en cause, enfin d'appeler à des fraudes, ça annulait toutes les élections. Bon. Et là, il est sûr que... je vois mal Bolsonaro, même s'il perdait, il ne va pas perdre ça peut être serré. Sans doute, ça peut être serré. Je le vois mal accepter là, le verdict électoral. Et c'est long, un mois. C'est long, un mois. Il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de violence aussi. Vous pensez qu'il y aura de la violence, forcément? Il y en a déjà. Il y a eu quand même trois morts, 3 militants du PT qui ont été assassinés. L'un le jour de son anniversaire. Donc ça veut dire que poser des affiches pour le parti travailliste de Lula, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. C'est un grand changement par rapport à ce qu'il y avait il y a une quinzaine d'années, où les gens... Alors cette année, les gens ont refait un peu plus campagne, se sont plus montrés. Mais il était de tradition de mettre des autocollants sur sa voiture pour dire sur quel... Et depuis 2014, les gens le font plus parce que c'est exposé, mettre un autocollant du PT, c'est s'exposer à avoir sa voiture vandalisée. Alors il y a aussi sans doute des violences de l'autre côté, mais elles sont quand même beaucoup plus du côté de l'extrême droite. Il y aura un débat télévisé forcément. Il y a un débat télévisé qui est déjà prévu. D'ailleurs, Lula hier y a fait référence dans son discours parce qu'il espère qu'il va se tenir, parce que Bolsonaro pourrait tout à fait dire qu'il ne veut pas y participer. Donc hier, il y a participé avant le premier tour. Il y a eu un débat. Il est allé, mais on va voir. Lula hier, c'est pas anodin le fait que Lula ait dit dans son discours. Il est parlé de ça en disant j'attends le débat tête à tête, en français dans le texte, avec le président. Donc oui, il va avoir lieu ce débat. Et puis il va y avoir plein de meetings. Enfin, c'est une autre campagne. Parce qu'en 2018, Bolsonaro avait fui tous les débats. Et prétextant, alors il avait des bonnes raisons, son état de santé, sa blessure. Oui. Mais enfin... Parce qu'il avait été agressé pendant la campagne. Il avait été poignardé. Poignardé dans les intestins. Et enfin, ça a été une blessure très grave. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il en avait profité. Alors, il manquait les débats pour raison de santé, mais en même temps, il allait se faire interviewer à la même heure sur une chaîne amie par un pasteur complaisant. Donc, bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de le confronter. Et c'est vraiment un duel, mais enfin, au-delà du duel, c'est vraiment 2 Brésils, 2 pays totalement antagoniques. Et on est dans une situation... Enfin, vraiment pas loin d'une guerre civile, alors sans doute de manière larvée, peut-être de basse intensité, mais c'est 2 pays qui ne se parlent pas, qui ne peuvent pas se parler, qui vivent dans des sphères différentes et dont les valeurs sont vraiment à l'opposé. Est-ce que Lula a les moyens de réconcilier, pardon? Non, mais on a envie d'en savoir plus. De réconcilier le pays s'il est élu. C'est en tout cas, alors on va terminer là-dessus. C'est en tout cas l'axe de sa campagne depuis le départ. C'est exactement ça. C'est en gros rassembler tous ceux qui veulent un Brésil démocratique, un État de droit, unir les Brésiliens au-delà de leurs différences. C'est tout le programme de la campagne de Lula depuis le démarrage. Et je pense qu'au deuxième tour, il va encore accélérer là-dessus en disant justement, si c'est pas ça, le pays le coup d'État rampant fascistoïde va continuer d'avancer. Si Bolsonaro un nouveau mandat, si vous lui confiez un nouveau mandat. Donc c'est ça qu'il va y avoir, c'est unir les Brésiliens, le retour du pays dans la démocratie et sa dignité face au risque d'un aventurisme d'extrême droite qui continuerait, etc. Et c'est ça qui va jouer. Mais Bolsonaro, on peut compter sur lui pour jouer sa partition, qui va être encore de cliver à mort sur c'est moi ou c'est les voleurs qui reprendront le pouvoir et qui vous voleront le peu d'argent qui vous reste. Je ne vous promets pas grand-chose. Dieu pour tous.
mais c'est moi qui vous représente. C'est à peu près ça la campagne de Bolsonaro. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. La revue Esprit, je remontre la une de ce mois. C'est une consacrée au travail social. Il était une fois le travail social. Armel Enders, votre Histoire du Brésil est publiée aux éditions Chandaigne. Et puis Christophe Ventura, on va revoir la couverture de votre livre Géopolitique de l'Amérique latine, qui lui est à paraître là. C'est ce jeudi aux éditions Erol. Merci encore à tous. Merci Mathieu de m'avoir accompagné dans cette émission qui était passionnante. Demain, je vous donne rendez-vous à 18h et 22h sur Public Sénat. Et puis ne ratez pas, demain matin, vous le voyez, juste à côté de moi, l'invité d'Oriane Mancini, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Belle soirée.